epai ya bakongo. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, je tiens à vous dire un grand merci de m'avoir choisi parmi les panélistes à l'occasion de la tenue de ces assises historiques des États généraux de la justice. La justice dont on dit qu'elle est malade. C'est ici donc l'occasion pour nous tous d'apporter nos contributions pour qu'elle guérisse pour les plus grands bonheurs de notre société. Excellence, je voudrais commencer mon exposé par une citation. C'est celle de Monseigneur Thomas Olmsted qui dit ceci: la justice est et sera toujours une question d'actualité à laquelle nous devons réfléchir. Chaque jour, des appels à la justice retentissent dans notre pays et dans le monde. Et les protestations contre l'injustice sont encore plus fortes. Cette revendication des droits de toutes sortes nous montre que la justice n'est pas un sujet de réflexion anodin. En fait, c'est une question d'actualité de notre époque, dans un monde blessé par les péchés originels. Elle sera toujours une question d'actualité. Excellence, Messieurs les panélistes, je ne vois pas madame, on dirait qu'il y a une discrimination là. Heureusement que nous avons la modératrice avec nous. Messieurs les magistrats, mesdames et messieurs, il m'a été demandé de développer les thèmes dont on venait de donner les sujets: impunité, mitigée du banditisme urbain, des situations incontrôlées et des aveux de la justice. C'est sur ce thème que j'axe ma réflexion. En effet, dans notre pays, l'on constate une chute remarquable des actes criminels, surtout dans les zones urbaines. Le phénomène du Koulouna fait monter dans l'opinion les sentiments d'insécurité et de peur. La population réclame non seulement la sécurité et la justice, mais aussi et surtout des sanctions exemplaires pour décourager les acteurs de ces actes ignobles. Pourtant, d'un côté, l'on décrit la mollesse de certains éléments des forces de maintien de l'ordre public qui, aux yeux de la population, au lieu de combattre la criminalité et de maintenir efficacement l'ordre sociétal, donc je disais ces éléments de l'ordre, de maintien de l'ordre public, contribuent à l'exacerbation du phénomène Koulouna, ou en tout cas du phénomène insécurité. De l'autre côté, la justice, pourtant investie de la noble mission de sanctionner les actes répréhensibles, semble incapable de réprimer efficacement ces actes criminels. La double impuissance de nos forces de l'ordre et de notre appareil judiciaire à se saisir et à sanctionner avec fermeté les actes antisociaux génère un sentiment d'absence de l'État et est susceptible d'inciter les populations à ne plus respecter les lois du pays et à recourir à la justice populaire. Cette situation ressemble à ce que l'on considère comme une perte de confiance qui se traduit par un désaveu populaire vis-à-vis de nos institutions en général et plus particulièrement à notre institution judiciaire. Que faire alors pour assurer et garantir la sécurité de nos populations? Ici, je vais me permettre de rechercher les causes de l'impunité dans notre pays, parce que si la justice est dite malade, c'est parce qu'il y a cette impunité qui bat son plein. Parmi les causes de l'impunité, du banditisme, on peut relever
quelques-unes que j'ai retenues ici. Il s'agit notamment de l'absence de la volonté politique, qui est un élément clé, c'est que le professeur Njoli a appelé la vision de la politique. Et cette vision de la politique revient en principe à l'exécutif, au ministre de la Justice, mais aussi au ministre en charge de la sécurité, puisque ce sont eux deux qui détiennent les bâtons pour taper sur quiconque marche sur les prescrits de la loi. Donc il faut une volonté politique nourrie dans les chefs de ces deux ministres, ou en tout cas dans les chefs de ces deux ministères. La lutte contre l'impunité nécessite une volonté politique, je disais, forte de la part des gouvernants. En République démocratique du Congo, cette volonté politique fait défaut, car certaines autorités peuvent elles-mêmes être impliquées dans des pratiques douteuses. Par ailleurs, d'aucuns voudraient maintenir les statu quo juste pour s'assurer l'impunité à soi-même. En deuxième lieu, je citerai la tolérance des crimes. Nous sommes une société où le crime est toléré. On minimise les crimes. On fait la distinction entre les voleurs de millions et ces criminels de la rue qui confisquent des téléphones et bâillonnent les plaisirs des citoyens. C'est parmi les causes de l'impunité dans notre société. Parce qu'on vous dira, moi, moi, téléphone, donc, ça fait partie des raisons, des causes de l'impunité dans notre pays. Il y a également la faiblesse des moyens et ressources. Ici, beaucoup d'intervenants l'ont mis en exergue. Les faiblesses des moyens et ressources alloués à l'appareil judiciaire et aux forces de sécurité. Il y a aussi la libération ou les libérations rapidement négociées des criminels. Ça participe aussi à l'impunité. Il y a la corruption généralisée. La corruption qui est devenue endémique dans notre pays. Elle est située dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris dans les systèmes judiciaires. Les jugements sont parfois influencés par les pots de vin, ce qui favorise l'injustice et limite l'égalité devant la loi. La corruption est un obstacle majeur à la bonne administration de la justice. Certains juges, avocats, greffiers, huissiers, policiers et d'autres acteurs du système judiciaire sont souvent influencés par l'argent dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui compromet l'équité des procès et favorise l'impunité pour les puissants. L'on peut également épingler la lenteur judiciaire, alors que la loi prévoit des délais de procédure. Il se fait malheureusement que dans la pratique, les affaires prennent souvent des années pour être jugées en raison de procédures bureaucratiques complexes, de manque de personnel et de moyens limités. Cette lenteur décourage les citoyens et les pousse à éviter à recourir à la justice. J'ai également épinglé l'insuffisance des moyens matériels et financiers. Les systèmes judiciaires congolais manquent de ressources matérielles et financières, bâtiments, équipements, fournitures, ainsi de suite, ce qui limite son efficacité et sa capacité à rendre la justice dans de bonnes conditions. Et enfin, il y a un grand fléau qui pèse sur l'ensemble de la société et pèse lourdement sur la tête des magistrats, c'est l'interférence politique.
Les influences politiques externes peuvent intervenir dans certaines affaires sensibles, limitant ainsi l'indépendance de la justice. Les magistrats subissent parfois des pressions de la part des autorités judiciaires, mais aussi politiques. J'allais inverser pour dire que les magistrats subissent des pressions énormes de la part des autorités politiques. C'est ce qui est couramment connu, mais l'opinion oublie que les magistrats subissent aussi les pressions de sa hiérarchie. Et l'on assiste à un duel entre les politiques et la hiérarchie judiciaire, les tout se reposant sur la tête du magistrat. Ça fait partie des causes de l'impunité. Puis alors de l'impact de l'impunité sur la société. Les actes criminels impunis créent la peur et l'insécurité dans la société. Il s'ensuit une dégradation de la qualité de vie des populations. Les habitants des contrées soumises à l'insécurité accrue ne se sentent pas protégés et cela crée une érosion de confiance aux autorités. Il s'ensuit ce qui suit, la montée de la criminalité, la perte de confiance de la population aux institutions en général, particulièrement en l'institution judiciaire, le manque d'équité et la corruption réduit la confiance des citoyens au système judiciaire, les poussant souvent à ne pas signaler les abus ou à recourir à la justice populaire. Et enfin, l'on constate l'absence de la sanction qui renforce l'impunité. Dans les thèmes, on a fait allusion à la circulation incontrôlée. Je dois vous avouer, monsieur le ministre d'État, que j'ai hésité entre la circulation routière et la circulation des délinquants. Mais étant donné que je suis dans un thème consacré à la lutte contre l'impunité et la corruption, j'ai considéré qu'il s'agissait de la circulation incontrôlée des délinquants. Et sur ce point, je considère que les défauts de contrôle des mouvements des populations en milieu urbain favorisent la circulation des armes, drogues et biens volés dans les villes. La circulation incontrôlée facilite les actes et l'organisation des bandes criminelles et la création des zones de non-droit où les forces de l'ordre n'ont pas de véritables accès ou de véritables contrôles. Pour parer à cette situation, il est nécessaire de mettre en place une bonne coordination entre les forces de sécurité en vue d'assurer les contrôles tant aux frontières que dans nos milieux locaux. J'en viens maintenant à ce que l'on a dit, les désaveux de la justice ou la crise de confiance ainsi que les défis. Avec une justice affaiblie, les criminels et l'élite politique ou économique corrompus échappent souvent aux sanctions, renforçant un sentiment d'impunité dans les pays. La lenteur des procédures, le manque de transparence dans les traitements des dossiers liés au banditisme et les libérations sous caution intempestives sont perçus comme une faiblesse face aux délinquants. L'on constate une frustration croissante de la population envers la justice, vue comme incapable de rendre des décisions fermes et dissuasives. Ainsi découragés, les citoyens refusent de collaborer avec les autorités et préfèrent recourir à la justice privée, se constituant en une sorte de lutte ou groupe d'autodéfense, aggravant ainsi par la même occasion les phénomènes décriés. Puisque je dois aller vite,
à des solutions, je propose ce qui suit en termes de recommandations. Dans un grand point A, je propose le renforcement des forces de sécurité. J'aurais voulu que votre collègue de l'Intérieur participe activement à ces travaux, tout simplement parce qu'il y a une dimension sécuritaire et que lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur, j'avais travaillé étroitement avec la justice jusqu'à ouvrir des audiences publiques contre les phénomènes délinquants. Suivant le VPN, s'il vous plaît, soyons tolérants, s'il vous plaît, on écoute le VPN. Honoraire, bien sûr, s'il vous plaît. Et sur le plan sécuritaire, je propose des investissements dans les moyens humains, techniques et matériels, la formation adaptée aux forces de l'ordre pour intervenir efficacement en zone urbaine. Comme deuxième série de propositions en ce qui concerne les réformes judiciaires, je propose les renforcements institutionnels et financement pour assurer un financement suffisant, transparent dans le secteur judiciaire afin de lui donner les moyens d'opérer efficacement. Lutte contre la corruption, mettre en place des mécanismes de contrôle interne et des sanctions sévères pour les actes de corruption au sein de la justice. Je propose à cet effet l'organisation du système des lanceurs d'alerte dans le secteur de la justice en vue de décourager ces phénomènes. Amélioration de la formation des magistrats. Offrir des formations régulières et approfondies aux magistrats pour améliorer la qualité des décisions de justice. Renforcement de l'indépendance de la justice. Réduire les insuffisances politiques et assurer une plus grande autonomie aux tribunaux pour garantir une justice équitable. Accélérer des procédures pénales et révision des politiques de libération provisoire pour une catégorie d'infractions. Sanctionner tout acteur du secteur judiciaire qui ne respecte pas les délais légaux. Je parle ici des délais de prononcés et des délais de procédure. Adopter la politique de tolérance zéro, cher reporter Zolo, envers la corruption et les crimes, si petits soient-ils. Plusieurs pays ont réussi à atténuer le banditisme urbain en appliquant des méthodes variées, souvent basées sur des approches intégrées, alliant répression, prévention et amélioration des conditions socio-économiques. Voici quelques exemples. Aux États-Unis, les stratégies appliquées, la conception de tolérance zéro a été adoptée dans les années 1990, particulièrement à New York, sous l'administration de Rudy Giuliani. Cette politique a reposé sur la répression accrue des petites infractions pour prévenir des crimes les plus graves. Concluons, monsieur le VPN. Je suis en train de conclure, madame. Et au niveau du Brésil, on a appliqué à Rio les unités de police pacificatrices IPP qui ont été créées pour reprendre les contrôles des favelas aux mains des gangs et cartels de drogue. Il y a en Colombie, on a à Bogota, plus précisément, on a misé sur une approche holistique en matière de sécurité. Les infrastructures publiques, transports, ports, bibliothèques ont été améliorées dans les quartiers défavorisés pour favoriser la cohésion sociale. Et enfin, je propose que la justice et la sécurité puissent collaborer
avec les forces vives de la nation, en impliquant toute la communauté dans la recherche des infractions et la sécurisation de tous. En conclusion, une approche combinée de répression efficace, d'engagement communautaire, de soutien social et de gouvernance transparente peut se révéler efficace pour atténuer le banditisme urbain. Cependant, la durabilité de ces résultats dépend largement de la continuité des efforts et de la volonté politique du gouvernement. L'amélioration de la justice en République démocratique du Congo repose sur des réformes profondes, tant de l'appareil sécuritaire que de l'appareil judiciaire. Il faut insister sur la volonté politique ferme et une mobilisation des ressources adéquates pour établir l'état de droit et restaurer la confiance des citoyens en ce pilier fondamental de la société qui est la justice. Je vous remercie. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.